Regardons ensemble le TP sur l'électrozingage. Donc dans ce TP, on nous parle de l'acier qui est un alliage métallique qui est constitué essentiellement de fer. Et on voit que là, on a de la rouille qui s'est propagée sur le matériau en acier. Et on voit bien la couleur caractéristique de la rouille là, un petit peu orangée. Et donc là, le but de l'épreuve, ça va être de recouvrir une plaque de fer par du zinc, par électrozingage, afin de vérifier que ça protège bien le fer. Pour faire ça, on a des explications sur le phénomène de corrosion. Donc on nous précise encore une fois que l'acier s'est constitué très majoritairement de fer et qui peut se dégrader sous l'action du dioxygène de l'air et de l'humidité. On nous détaille d'ailleurs l'équation de la réaction lorsque on a cette réaction avec l'humidité et le dioxygène de l'air, et on voit qu'on produit des ions fer de plus et que du coup le fer solide lui est consommé. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, on nous parle de l'électrozingage, comment ça fonctionne. Et on nous précise bien qu'on va déposer du zinc sur une plaque de fer. On a des documents sur des tests caractéristiques, ça va nous servir aussi pour les dernières questions. Et enfin, des données sur la couleur des différents métaux ainsi que les couples redox mis en jeu pour trouver les demi-équations. Donc on démarre le TP par la mise en œuvre de l'électrozingage, et avant de commencer, on nous demande de mesurer précisément la masse initiale de chaque plaque. Donc là, j'ai inventé complètement les valeurs 35,8 et 35,3. Si jamais toi tu possèdes une balance de précision, parce qu'on nous dit de le faire précisément, il y aura peut-être un chiffre significatif en plus, hein. Donc moi, là encore une fois, j'invente mes valeurs, donc 35,80 grammes et 35,30 grammes, si je veux être précis. Et on nous demande de mettre en œuvre le montage proposé dans le schéma ci-dessous sans mettre sous tension. Donc déjà, il faut faire ça, donc on attache les deux électrodes. On nous dit bien de mettre la plaque de fer de ce côté et la plaque de zinc de l'autre côté. Ensuite, on appelle le professeur pour vérifier quand même qu'on ait bien fait le montage correctement, qu'on n'ait pas inversé les plaques. Puis on nous demande d'allumer l'agitateur magnétique, de maintenir l'agitation modérée, de fermer l'interrupteur et de déclencher le chronomètre. Et donc là, c'est là qu'il faut faire un petit peu attention. Il faut que l'intensité du courant elle soit à 0,70 A environ, et il faut maintenir cette intensité constante durant toute la manipulation. On nous demande de le faire pendant une vingtaine de minutes. Et on nous demandera donc à l'issue des 20 minutes de noter les valeurs. Donc moi, j'ai pas fait la manip, encore une fois. J'imagine qu'on a réussi à maintenir à 0,70 A pour l'intensité et qu'on a fait pile poil 20 minutes. On nous précise bien qu'en surveillant le déroulement de l'expérience, donc faire attention que ça ne varie pas, là, l'intensité, de répondre aux questions. Donc c'est là qu'on va faire un petit peu de théorie, et on nous demande de compléter le schéma permettant l'électrozingage en indiquant le sens conventionnel du courant électrique. Donc le sens de déplacement des électrons et les plaques, où est-ce qu'est l'anode et où est-ce qu'est la cathode. Donc là, petit rappel, le courant électrique il se déplace toujours du plus de la borne positive du générateur vers la borne négative du générateur. Donc là, le plus et le moins, ils sont déjà sur le schéma. Donc là, j'ai indiqué ici le sens du courant, I, et le sens des électrons, c'est le sens inverse, donc ils vont de l'autre côté. Ensuite, on nous demande de préciser au niveau des électrodes qu'est-ce qu'on va avoir. Donc le pôle négatif, là on est du côté négatif de l'électrolyseur, on va avoir la cathode, et du côté positif, on va avoir l'anode. Alors, pour le savoir, ça, soit on le sait parce que c'est dans notre cours, soit on peut le déduire parce qu'il faut absolument en fait que le zinc se dépose ici sur la plaque de fer. Et pour ce faire, si on regarde les demi-équations électroniques dont on va nous poser la question juste après, on n'a pas le choix. Il faut qu'il y ait les électrons qui arrivent ici sur l'électrode de fer pour pouvoir faire la réduction. Donc j'ai mis réduction et oxydation entre parenthèses, c'était pas demandé, juste anode et cathode. Donc là, je continue. On nous demande de décrire le changement observé au niveau de la plaque de fer. Donc normalement, on va voir un changement de couleur gris bleuté au niveau de la plaque de fer, peut-être même des petites bulles apparaître. Ça peut arriver. Donc voilà, ce petit changement de couleur, en gros, on voit qu'il y a quelque chose qui se produit au niveau de la plaque de fer. Alors maintenant, on nous demande d'écrire et de nommer les demi-équations électroniques des réactions qui se produisent à l'anode et à la cathode. Donc là, on va s'intéresser d'abord à la cathode. Donc à la cathode, on a vu, donc c'est ici, juste là,
à la cathode, on a la réduction. Alors pourquoi on a la réduction? Ben, tout simplement parce que là, on a du Zn2+ en solution, plus les deux électrons qui arrivent à la cathode, on va former du Zn solide, donc le zinc solide. Et ça, le zinc solide, c'est le réducteur. Donc l'oxydant, c'est Zn2+, on a les couples qui sont juste ici. Zn2+, Zn, donc le réducteur c'est Zn, et donc on va vers le réducteur, donc on dit qu'on fait une réduction. Et puis pour l'équation qui est juste au-dessus, ben là ça va être forcément une oxydation, et comme on a du zinc au niveau de l'électrode, à l'anode, eh ben c'est le zinc qui va être oxydé, et on va avoir du Zn2+, plus 2 électrons pour respecter l'électroneutralité de la demi-équation électronique. Donc à chaque fois, on a 2 électrons qui sont échangés, tout va bien. Voilà pour cette question. On passe à la suite. Donc cette fois-ci, en tenant compte des paramètres expérimentaux et de cette relation pour calculer la masse théorique de zinc qui est venue se déposer sur l'électrode, de faire un calcul théorique avec le I, l'intensité du courant qu'on a imposé, et le delta T, la durée de l'électrozingage. Alors là, il faut faire attention, il faut que ce soit exprimé en secondes, et on va avoir la masse théorique. Donc là, j'ai juste réécrit la formule, et puis là, je remplace par mes valeurs. Alors toi, bien sûr, tu remplaceras par les tiennes. Si tu as réussi à maintenir 0,70 et 0,70 ampères, et puis là, la conversion pour avoir la durée en secondes, 20 minutes fois 60 pour l'avoir en secondes. 65,4, ça c'est la masse molaire atomique du zinc qui est notée ici. Et puis en dessous, 2 fois F, F est noté ici, c'est la constante de Faraday. Et donc là, j'ai juste à faire l'application numérique et moi j'ai trouvé 0,29 grammes. Donc ça c'est la masse théorique de zinc qui serait déposée sur l'électrode. Au bout de 20 minutes, on nous demande d'ouvrir le circuit et de récupérer délicatement les deux plaques. Et là, on nous demande de les sécher à l'aide d'un sèche-cheveux en veillant à conserver entièrement le dépôt. Alors là, il faut faire attention. Quand on sèche au sèche-cheveux, des fois on y va un petit peu trop fort et du coup le dépôt il peut se détacher de la plaque. Moi, je te conseille de le faire au-dessus d'une coupelle. Comme ça, si jamais ça se détache, ça ne tombe pas sur la table, ça tombe sur une coupelle. Et pour faire la pesée après, c'est beaucoup plus simple. Donc fais-le au-dessus d'une coupelle, au moins pas de souci pour le séchage. On nous demande de nouveau de peser chaque plaque et de vérifier que c'est cohérent. Donc là, de nouveau, je n'ai pas fait l'expérience. J'imagine que comme on perd du zinc, ben, la plaque de zinc, elle va baisser sa masse. Et celle de fer, elle va augmenter, puisqu'en plus du fer, on a fait l'électrozingage, on va avoir un dépôt de zinc. Donc là, la masse, je le précise, hein, c'est cohérent normalement. Et puis, il faut penser à noter ces phrases-là pour expliquer tout ce que je viens de dire à l'oral. Ensuite, on nous demande d'en déduire la valeur expérimentale de zinc déposée sur la plaque notée M expérimentale. Donc là, c'est assez simple, il suffit juste de prendre la masse finale, celle de la dernière pesée, moins la masse initiale de la plaque de fer, celle qu'on avait au départ avant l'électrolyse. Et là, moi, j'obtiens 0,3 g. Donc si je respecte les chiffres significatifs et si, encore une fois, j'ai une balance où j'ai une grosse précision, ben, là, par exemple, sur ma pesée, j'aurais peut-être trouvé 35,50 ou 35,60, enfin un chiffre en plus significatif. Donc toi, pareil, hein, si tu as une balance de précision, tu le mets. Si c'est pas le cas, tu le mets pas. Et donc là, si je veux respecter la précision, hop, j'ai 0,30 grammes. Donc ça, c'est ce que j'ai expérimentalement. Je m'attendais à avoir 0,29 grammes, donc tout va bien. Si jamais c'est pas le cas, si toi t'as pas pile poil ces valeurs-là, faut pas s'inquiéter, il peut y avoir plusieurs raisons, donc vraiment tu respectes ce que tu as calculé. C'est justement ce qu'on nous demande de faire juste après. Donc là on nous demande de comparer la valeur de la masse expérimentale de zinc, notée M expérimentale, et celle théorique. Donc moi je me suis aperçu que mes deux valeurs elles sont assez proches. Donc moi je vais le marquer, les deux valeurs sont très proches. Mais on me demande quand même de proposer au moins une explication éventuelle. Donc il y en a plusieurs. Je vais t'en donner plusieurs. Je te conseille, moi, de les noter toutes. Comme ça montre que tu as bien compris le sujet. Donc l'écart entre les deux masses, il peut venir de plusieurs choses. La première chose, c'est lié aux différentes mesures.
par exemple celle de la masse de la plaque avec la balance. On a pu peut-être avec la balance, elle n'est pas assez précise et du coup la masse elle n'est pas vraiment exactement la bonne. Si on a mal mis la plaque sur le plateau, ça peut changer un petit peu sa valeur, donc ça peut varier. La valeur affichée par le générateur, bien sûr, est-ce qu'on avait vraiment 0,70 ampères tout le long de l'expérience? Ça, c'est vraiment pas sûr. Le chronomètre aussi, est-ce qu'on s'est vraiment bien arrêté à 20 minutes? Est-ce que le chronomètre fonctionne bien? Donc tout ça, c'est lié en fait finalement aux mesures qu'on a réalisées. Ensuite, l'autre explication qui est fort probable, c'est au moment du séchage de la plaque. Alors là, on peut avoir deux cas. Soit un mauvais séchage, pardon, et donc du coup on a une masse plus importante que prévu, hein, parce qu'en fait il reste un petit peu d'eau sur la plaque, et donc forcément les molécules d'eau elles ont une masse, et ça va augmenter la masse de la plaque à la fin. Soit tout simplement parce qu'on aurait perdu un petit peu de matière lors du séchage. C'est possible aussi qu'il y ait des morceaux de zinc qui se soient détachés. Donc là je ne l'ai pas mis, mais voilà, ça me vient à l'idée, à l'esprit là, donc tu peux le rajouter. Ensuite, on me demande de regarder l'utilité de la couche protectrice de zinc. Donc là, on nous dit que dans une boîte de pétri qu'on a à disposition, on a deux clous. L'un est en acier recouvert de zinc et l'autre en acier non recouvert. Bien sûr, on ne nous aura pas dit qui est qui. Et on nous demande à l'aide des données d'identifier chacun des clous et de préciser sur le schéma. Donc là, moi j'imagine qu'il va y avoir un clou qui va être plutôt gris argenté ou de couleur légèrement rouillée. Et dans ce cas, ça c'est le clou qui est non recouvert de zinc. Et il y aura un clou qui est lui un peu gris bleuté, et voire blanc. Et là, dans ce cas, il s'agit du clou en acier recouvert de zinc. Alors pourquoi ces couleurs-là? Tout simplement, c'est noté dans les données de l'énoncé qui sont ici. Voilà. Le fer, comme ça, on va l'avoir gris argenté, alors que le zinc, lui, on va l'avoir gris bleuté à blanc. Donc c'est comme ça qu'on arrive à déduire de la composition de ces deux clous. Donc une fois qu'on a fait ça, on nous dit qu'on a versé dans la boîte de pétri, donc la même, hein, où il y a les deux clous, un peu d'hexacyanoferrate de potassium, et de noter les observations au niveau de chaque clou. Donc sur le clou en acier non recouvert de zinc, normalement l'hexacyanoferrate y réagit, et on devrait observer une coloration bleue, signifie que le clou il est en train de rouiller. En gros, ça y est, le phénomène de corrosion a eu lieu, il est en train même de se faire, et donc du coup on a l'apparition de fer de plus. L'ion à tester, c'est le fer de plus qu'on a mis en évidence, coloration bleue avec l'hexacyanoferrate qui est ici. Du coup, voilà, sur le clou en acier non recouvert, ça doit être bleu et on a de la rouille qui est en train de se former. Sur l'autre clou, celui en zinc, lui normalement on devrait observer aucune couleur. Et là, normalement, ça signifie que le clou il est bien protégé et qu'il n'est pas en train de s'oxyder, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de Fe2+, qui a été formé, et donc tout va bien. Donc voilà pour c'était la dernière question. Là, on nous demande de défaire le montage, de ranger la paillasse avant de quitter la salle, et normalement, on est content parce que tout s'est bien passé. Voilà, cette correction elle est terminée. Si jamais tu veux en voir d'autres, n'hésite pas à aller voir la page dédiée aux ECE, et sinon, à bientôt.